Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des anomalies de la méiose. On est toujours dans le chapitre 2, reproduction sexuée, brassage génétique et diversité des génomes. Dans ce chapitre, vous avez déjà une vidéo qui vous explique de quelle manière la reproduction sexuée assure la stabilité du karyotype et des caractères de l'espèce. Vous avez une autre vidéo qui vous montre comment la reproduction sexuée au travers toujours de la méiose et de la fécondation assure un brassage des allèles et donc une diversité des individus. Et pour finir, on va parler encore une fois dans ce chapitre de reproduction sexuée, mais on va se concentrer sur la méiose, puisque la méiose, qui est une division, rappelez-vous, qui permet de passer de l'état diploïde vers l'état ploïde, peut se faire avec des accidents et conduire donc à ce qu'on appelle les anomalies de la méiose. Au programme de thèse, vous avez deux anomalies à connaître. La méiose les anomalies de méiose qui conduisent à ce qu'on appelle des anomalies du karyotype et les anomalies qui portent sur ce qu'on appelle les crossing over inégaux. On va commencer donc par présenter les anomalies du karyotype. On parle de trisomie, de monosomie. Alors je prends l'exemple peut-être le plus connu, le syndrome Down, c'est-à-dire la trisomie 21. Vous avez ici le karyotype d'un sujet atteint de cette trisomie 21 et on remarque évidemment que la particularité porte sur le chromosome 21. Cet individu n'a pas, comme nous avons tous, deux chromosomes 21, puisque nous sommes normalement diploïdes, il a pour ce chromosome 21, 3 chromosomes 21. Et donc il vous faut expliquer l'origine de cette trisomie. On sait que c'est lié à un dysfonctionnement de la méiose. Alors, quand est-ce que dans les différentes phases de la méiose peut se dérouler cet accident? C'est ce qu'on va voir. Alors, première solution, on va considérer ici que l'anomalie a lieu lors de la première division de méiose, qu'on appelle la méiose réductionnelle, rappelez-vous. Donc ici, je considère dans mon schéma un chromosome ici avec ces deux chromatides, on est au début de la méiose, je considère évidemment que le chromosome 21 puisque je suis censé vous expliquer l'origine de la trisomie 21. Donc ici, j'ai une cellule diploïde classique avec ses 23 paires de chromosomes, j'ai représenté exclusivement ici la paire de chromosomes 21. La première division de méiose, rappelez-vous, ce qu'on appelle la division réductionnelle, a comme objectif de séparer les chromosomes homologues. Sauf que là, il y a une anomalie lors de cette étape. Il n'y a pas, ou il y a une mauvaise séparation. En fait, les chromosomes homologues se séparent pas vraiment et partent du même côté. Donc, on obtient deux cellules à la fin de cette première division de méiose. Une cellule où il y a N plus 1 chromosome, c'est-à-dire que dans cette cellule, il y a deux chromosomes 21 à deux chromatides au lieu d'un seul, et l'autre cellule, évidemment, à N-1, c'est-à-dire qu'il y a ici les 22 paires moins la paire 21 qui a disparu. Donc si on déroule la deuxième division de méiose, qu'on appelle la division équationnelle, on obtient en fait deux catégories de gamètes. Je parle d'ovocytes, mais ce serait la même chose pour les spermatozoïdes. On obtient des gamètes ici N-1, où il manque justement le chromosome 21, et des ovocytes ici, ou gamètes, où il y a un chromosome 21 en plus, puisqu'on trouve ici deux chromosomes 21 par gamète. Donc si on continue le raisonnement, et si on fait intervenir un spermatozoïde qui, lui, apporte un seul et unique chromosome à une chromatide 21, puisqu'il a déroulé une méiose classique, et ben la fécondation de ces deux types de gamètes vous donne bien une cellule œuf, un zygote, donc un organisme diploïde, mais qui a 3 chromosomes 21, donc la trisomie 21. Donc vous avez ici une première solution, ou une première origine possible à une trisomie 21. On voit bien que c'est complètement lié à la méiose, et à un accident de la méiose qui s'opère en fait en anaphase 1 ou en première division de méiose, et repose sur une mauvaise séparation. On parle aussi d'une mauvaise disjonction ou une non-disjonction des chromosomes homologues ici, les chromosomes 21, qui se séparent pas comme ils le devraient et restent dans la même cellule. Deuxième possibilité pour expliquer une trisomie, encore 21, je considère encore ici un chromosome 21 à deux chromatides, donc ici j'ai ma cellule diploïde avec la paire de chromosomes 21. La première division de méiose réductionnelle s'opère là correctement, sans anomalie, on sépare nos chromosomes homologues qu'on place dans chaque cellule. On déroule ensuite la deuxième division de méiose, ici la deuxième division de méiose est correcte aussi, on sépare les chromatides par cassure du centromère et une chromatide 21 dans chaque cellule. Par contre, l'anomalie est ici représentée, on est en deuxième division de méiose, séparation des chromatides, mais là, les deux chromatides séparées migrent dans la même cellule. Du coup, comme tout à l'heure, là, on a des ovocytes, des gamètes normaux. Ici, on a un ovocyte à N+1, puisqu'il a un chromosome 21 en trop, et cette cellule a perdu évidemment le chromosome 21, donc ce qu'on appelle un gamète N-1. Si je continue à réaliser ici la fécondation avec un spermatozoïde qui apporte lui un seul et unique chromosome 21, on retombe ici sur une cellule œuf qui présente une trisomie 21. Donc vous voyez ici une deuxième possibilité
qui s'opère toujours en méiose. La méiose est encore responsable de la trisomie, de cette anomalie du karyotype, mais cette fois-ci, cela s'explique par une anomalie lors de la deuxième division de méiose, et cette anomalie est simplement une mauvaise ou une non-séparation, non-disjonction des chromatides. Ici, chromatide 21. Alors n'oubliez pas, je vous ai parlé que de la trisomie 21, mais il y a d'autres trisomies, la 18, la 13, malheureusement, heureusement moins fréquentes puisqu'en fait l'enfant meurt très tôt. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les trisomies qui portent sur les chromosomes sexuels. Ici, vous avez l'exemple XXY, ce qu'on appelle le syndrome de Klinefelter. Souvent, les exercices de génétique portent sur ces chromosomes sexuels. Donc ici, vous imaginez ce qui s'est passé. La non-séparation de la paire de chromosomes sexuels X, donc dans mon raisonnement, au lieu de parler de la paire 21, vous considérez la paire X, la femme a 2X. S'il y a une anomalie non-séparation des chromosomes, lors de la méiose, on peut avoir des gamètes avec 2 chromosomes X qui rencontrent un spermatozoïde qui amène le chromosome Y, et vous tombez sur cette trisomie donc qui porte sur les chromosomes sexuels. La monosomie, évidemment, est aussi facile à expliquer avec le même raisonnement. Ici, vous imaginez que vous avez un gamète qui n'a pas justement récupéré de chromosomes sexuels, puisqu'on est dans un gamète N-1, les chromosomes sexuels sont partis tous du même côté, dans une même cellule, donc cette cellule, ce gamète, il lui manque le chromosome X. Si elle rencontre un spermatozoïde qui amène le chromosome X, vous obtenez cette monosomie. Donc vous voyez, il y a plein d'autres exemples de trisomie que la 21, mais à chaque fois, les explications sont les mêmes, ce sont bien des anomalies liées à la méiose, soit en première, soit en deuxième division de méiose. Deuxième anomalie liée encore à la méiose, ce qu'on appelle le crossing over inégal. J'explique, on est toujours évidemment en méiose, on est ici en prophasane méiose, les bivalents se forment, sauf qu'ici on a ce qu'on appelle un mauvais appariement des chromosomes homologues. On le voit bien sur le schéma, les chromosomes homologues ne sont pas parfaitement alignés, et donc il y a un petit décalage. Et ce mauvais appariement va conduire à ce qu'on appelle un crossing over inégal. Vous avez appris qu'en prophasane, on a un échange réciproque de chromatides. On appelle ça un crossing over, mais ce crossing over est réciproque, c'est-à-dire que l'échange est identique entre les deux chromatides, mais là on a affaire à un crossing over inégal, on voit ce qui va se passer. Les chromatides centrales, donc ici, cette chromatide va récupérer le gène A, coupé ici, et comme il y a un décalage, elle va récupérer le gène A de l'autre chromatide. Donc à la fin de cette prophasane, on va avoir ici une chromatide remaniée, recombinée, mais qui va porter 2 fois le même gène. On va avoir le gène initial qui était déjà présent ici sur le chromosome bleu, et on est allé récupérer un morceau de la chromatide rouge qui porte elle aussi, vu le décalage, le gène A. Donc on se retrouve avec 2 gènes A identiques. Si on finit la méiose, ça va donner naissance à un gamète, un ovule par exemple, qui a cette chromatide particulière. Après fécondation, on va obtenir un organisme diploïde, cellule œuf, qui a cette particularité d'avoir 2 gènes A. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle une duplication de gènes, puisqu'on est passé d'un gène A à 2 gènes A, et on a bien 2 gènes, puisqu'ils occupent 2 locus différents, donc il n'est pas question de parler d'allèle, ce sont bien 2 gènes identiques, portés par cette chromatide, et on est bien dans ce qu'on appelle la duplication de gènes, d'un mécanisme qui augmente le nombre de gènes. Donc ici, il faut bien faire le lien entre la méiose, le crossing over inégal lié à un mauvais appariement des homologues, et ce crossing over inégal conduit à une duplication de gènes. On obtient ici 2 gènes identiques. Alors vous allez dire, ouais, c'est bien, 2 gènes identiques, bon, c'est pas très utile, puisqu'on fait 2 fois la même chose. Sauf qu'on peut évidemment pousser le raisonnement et admettre qu'au cours du temps, un des deux ou les deux, peu importe, gènes identiques, peuvent subir des mutations. Et si l'un des deux subit une mutation, et bien évidemment, la séquence en nucléotides va varier, et donc on n'aura plus affaire à 2 gènes identiques, mais 2 gènes différents. Donc on aura bien gagné un gène. Donc ici, vous avez un mécanisme fondamental de l'évolution, c'est-à-dire un mécanisme qui crée de nouveaux gènes et qui donne une solution à la complexité ou complexification du vivant. Alors vous connaissez déjà cette notion de duplication de gènes, on a vu ça en première S avec l'exemple de la famille multigénique des gènes des opsines. Rappelez-vous, nous sommes des organismes capables de voir les couleurs grâce à des protéines qu'on appelle des opsines qui sont présentes dans nos cônes au niveau de la rétine. Et nous avons en fait 3 types de pigments qui nous permettent de capter 3 longueurs d'onde, bleu, rouge et vert. Ces 3 types d'opsines sont gouvernés par 3 gènes. Un gène qui est sur le chromosome 7 et 2 gènes qui sont sur les chromosomes X. Et si nous avons ces 3 gènes, en fait, ces 3 gènes proviennent de ce mécanisme dont on parle aujourd'hui, la duplication de gènes. Il faut remonter évidemment le temps ici et considérer qu'au début, il y a longtemps, il y avait peut-être qu'un seul gène qu'on appelle ancestral,
ancestral qui était responsable de la fabrication de ces pigments. Ce gène a subi suite justement à une prophase avec anomalie, un mauvais appariement, donc un crossing over inégal, et donc on a obtenu une duplication, c'est-à-dire à un moment de notre évolution, on avait deux gènes en fait ancestrales ici, identiques, l'original si vous voulez, et le duplicata. Et au cours du temps, celui-ci a subi une mutation, donc à un moment donné, on n'a pas eu deux gènes identiques, mais deux gènes différents, donc on a été capable de faire deux pigments. Et si on continue de raisonner de la même manière avec une deuxième duplication suivie de mutations, on peut expliquer qu'aujourd'hui, à partir d'un gène, on a créé trois gènes qui nous permettent évidemment de capter les trois longueurs d'onde, bleu, rouge et vert. Donc vous voyez, vous connaissez déjà cet exemple étudié en première S. Si je le résume pour cette année de manière un peu plus simple, le principe de la duplication, donc c'est qu'au départ j'ai un gène que j'appelle initial ou gène ancestral, sur mon schéma sur le chromosome numéro 1. Ce gène va, chez un individu lié à une anomalie de méiose, subir ce qu'on appelle un crossing over inégal. Ce crossing over inégal va faire que chez certains organismes, il va y avoir maintenant, c'est le cas sur mon schéma ici, non pas un seul gène A, mais deux gènes A, côte à côte, qui occupent deux locus différents, donc il s'agit bien de deux gènes différents. Le temps faisant, l'un des deux peut bien subir une mutation, c'est ce que j'ai représenté ici. Celui-ci subit une mutation et du coup, à un moment donné de notre histoire, on a maintenant non pas deux gènes identiques, mais on a deux gènes différents. Donc on a fabriqué, grâce à ce processus de crossing over inégal, duplication, mutation, un nouveau gène, le gène B. Alors évidemment, il y a aussi souvent ce qu'on appelle des transpositions. Les gènes peuvent être transposés sur d'autres chromosomes. Ici, on voit que c'est le cas. La transposition se fait sur le chromosome 3 pour l'un et pour mon gène B sur le chromosome 2, peu importe. Les deux gènes permettent de produire deux protéines. Le gène de départ me permet de produire la protéine A que je savais déjà faire peut-être depuis longtemps. Par contre, ce nouveau gène, évidemment, me permet de fabriquer une nouvelle protéine. Alors, soit cette protéine a encore une fonction proche de la protéine initiale, c'est le cas des protéines d'opsine, puisqu'elles permettent toutes de capter la lumière, donc elles ont à peu près la même fonction, mais comme elles sont différentes, elles me permettent de capter différentes longueurs d'onde, et c'est grâce à elles que je suis trichromatique, je peux voir donc les couleurs, et où carrément la nouvelle protéine me permet de faire une nouvelle fonction. En tout cas, ce que l'on a vu aussi cette année, c'est que ces protéines forment ce qu'on appelle des molécules homologues, puisqu'elles sont proches dans la séquence en acide aminé, et elles forment, les gènes A et B dans mon schéma, forment ce qu'on appelle une famille multigénique, puisque ces gènes sont aussi dans leur séquence en nucléotide assez proches, il y a des homologies fortes, et en plus ils dérivent bien d'un ancêtre commun, donc ils forment une famille de gènes. On parle de famille multigénique. Et dans nos gènes, on a beaucoup évidemment de familles multigéniques, elles jouent un rôle essentiel dans notre évolution, et ces familles multigéniques, on les doit à ce mécanisme initialement lié à un crossing over inégal, donc à une anomalie de méiose. Donc je résume pour ce chapitre sur les anomalies de la méiose, vous devez connaître les deux anomalies. Premièrement, les anomalies du karyotype. Vous avez compris que c'est un accident survenu chez l'un des deux parents lors de la méiose. On peut avoir un accident soit qui s'opère en première division de méiose, il y a une non-séparation des chromosomes homologues, ou bien en deuxième division de méiose, une non-séparation, on parle de disjonction parfois, des chromatides. Dans les deux cas, on obtient soit des gamètes à N+1, ils ont récupéré les deux chromosomes par exemple 21, soit à N-1, ils ont perdu le chromosome 21. Si on réalise une fécondation avec des gamètes normaux, on va obtenir évidemment deux cas de figure, des cellules œufs des zygotes à N+1 chromosome, on est dans le cas de la trisomie, ou à N-1 il manque un chromosome, on est dans le cas des monosomies. Pensez aux monosomies liées aux chromosomes sexuels X et Y. La deuxième anomalie sont les crossing over inégaux, qui sont liés justement à un problème de méiose en prophase 1, mauvais appariement des chromosomes. Ce mauvais appariement conduit à un crossing over inégal, ce qui donne naissance à deux gènes identiques au départ. Alors comme le gène est dupliqué, on parle du gène ancestral et du duplicata, ces deux gènes peuvent être transposés, c'est-à-dire posés à côté ou transposés sur un autre chromosome, et on obtient au départ de ce mécanisme, les deux gènes sont identiques. Il y a le gène ancestral et le duplicata. Mais rappelez-vous, au cours de l'évolution, un des deux ou les deux, peu importe, peuvent subir des mutations, et à un moment donné, on va obtenir deux gènes ou des gènes différents. Donc ici, on a bien, grâce à ce mécanisme de duplication génique, une augmentation du nombre de gènes au cours de l'évolution, ce qui est à l'origine de ce qu'on appelle les familles multigéniques, ces ensembles de gènes qui ont encore des séquences nucléotidiques proches et qui dérivent tous d'un gène ancestral. Et n'oubliez pas que la duplication génique, qui est le résultat du crossing over inégal, est le seul mécanisme qui crée de nouveaux gènes au cours du temps et qui est responsable, je l'ai dit, de la complexification du vivant.
N'oubliez pas, la mutation ne crée pas de nouveaux gènes, elle ne crée que de nouveaux allèles. Donc le seul mécanisme qui explique que j'ai beaucoup plus de gènes qu'une bactérie qui en a à peine 2000, c'est que j'ai subi de multiples phases de duplication génique. Tout ça parce que au départ il y a une anomalie dans la méiose. Voilà les deux types d'anomalies de la méiose que vous avez à maîtriser.